je disais, un banquier, on l'imagine comme quelqu'un dans les choses très concrètes, à peu près de ses sous, tout ça. Alors, comment toi tu concilies un peu les deux? Alors, oui, c'est vrai, écoute, le mariage n'est pas très courant, mais je pense pas être le premier. Après, bon, moi, ça a toujours été un peu ma particularité. J'ai même eu du mal à choisir ma section aux humanités, parce que j'arrivais à tout bien faire. Et donc, j'ai toujours quand même une propension pour tout ce qui est littéraire. J'avais envie d'être historien au départ, mais bon, vu ce que j'arrivais à faire en maths, mon père a dit non, tu vas en scientifique. Et donc, je crois que c'est un peu ça. Même la banque, je crois que je suis tombé dedans un peu par accident. Mais bon, j'arrive à tirer mon épingle du jeu parce qu'au départ, je crois que très vite, on m'a inculqué le culte de l'excellence. Donc, si tu balayes, sois le meilleur balayeur. Si tu es banquier, sois le meilleur banquier. Et si tu es écrivain, fais du mieux que tu peux. Donc, voilà. Mais ouais, c'est vrai que le mariage n'est pas courant. Et donc, tu as publié Une vie après le Styx, qui est un roman sur la situation tragique de l'Est du pays. Et je veux dire, tu as passé beaucoup de temps à l'étranger? Oui, beaucoup. Hein. Pendant longtemps, je disais que j'avais fait plus de la moitié de ma vie en dehors de la RDC. Ouais. Je crois que c'est plus le cas maintenant. Et oui, moi j'ai grandi en France pour une bonne partie de ma prime enfance, hein, à Nancy, où j'ai fait mon école maternelle et puis la moitié de mon école primaire. Après, je suis revenu en RDC et au début des 90 et j'ai fait mes humanités. À 17 ans, je suis parti en Afrique du Sud où j'ai vécu pendant 5 années. Je suis revenu à Kin en 2006. Je suis resté, on va dire quoi, 9 mois. Après, j'ai compris qu'il fallait que je reparte et je suis reparti en France pour 2 ans. Et là, en 2008, je me suis dit non, c'est bon, voilà, t'as assez tourné dehors. Maintenant, il faut mettre à contribution ton énergie, ta jeunesse à réaliser quelque chose en RDC. Mais oui, je me définis toujours comme étant d'ici et d'ailleurs, mais très attaché au Congo. Hein, alors, donc tu as passé tout ce temps à l'étranger, tu travailles à Kin. Je travaille à Kin depuis 2008. Dans la banque, on peut penser que tu es du bon côté du Congo. Voilà. Oui, alors, je dis oui et non, dans la mesure où il y a un conditionnement favorable, en tout cas qui a permis à certains talents d'éclore. Mon père est professeur de droit, ma mère a un master en biologie médicale, donc c'est quand même un milieu familial qui en RDC n'est peut-être pas la moyenne représentative. Mais non aussi dans la mesure où moi j'ai grandi au Congo pendant les années 90 et ça a été des années de paupérisation du corps professoral. Et donc à l'UNIKIN, au plateau, très vite, je suis passé de la normalité européenne à la douleur et on va dire à la souffrance qu'a représenté cette période pour les professeurs d'université. Et donc, ça veut dire que moi, j'ai puisé de l'eau avant d'aller en cours chaque matin. Ouais. C'est une situation qui est peut-être compréhensible en milieu rural, mais nous, on était fils de PhD, fils de professeurs, et on puisait de l'eau dans les quartiers périphériques de l'UNIKIN, Kindele, Mbanzalemba, avant d'aller en cours. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et ça illustre aussi peut-être le fait que dans un pays dans un pays comme le nôtre, on n'est jamais vraiment à l'abri. Jamais. Jamais vraiment à l'abri. Et donc, ça peut contribuer à faire naître peut-être une conscience. Exactement. qu'un bobo parisien peut-être n'aurait pas. N'aurait pas ou qu'il se donnerait par contemplation de la souffrance de l'autre. C'est ça. Moi, je sais ce que c'est, hein, se réveiller le matin, manger de la bouillie, un foufou à midi et puis la bouillie le soir. Avec parfois une pincée de sucre. Donc, je sais ce que c'est. Et donc, oui, milieu favorisé, à coup sûr. À coup sûr, je crois que mon père a
a investi tout dans ses enfants et on essaie de bien le lui rendre. Mais oui, donc oui, je crois que c'est quelque part un peu flagrant. Et donc c'est peut-être cette, enfin on va dire, cette expérience-là qui te rend sensible à des questions qui, dans ton quotidien, on peut dire, pourraient ne pas te toucher. Voilà, donc tu es sensible à la situation à l'Est, alors que tu es ici à Kin. Parfois on a l'impression que le Congo est un peu, on va dire, j'ai envie de dire que c'est une schizophrénie, mais voilà, parce que Kinshasa parfois te donne l'impression de ne pas être du même pays que ceux qui sont en train d'être violés et massacrés à l'Est, parce que c'est une ville qui continue à festoyer. Oui. On a, et les morts qu'on entend, tout ça, c'est presque que des informations. Et ça semble pas très touché. Mais toi, ça te touche en particulier. C'était quoi le déclencheur quand même? Je suppose qu'il y en a un jour, oui. Quelque chose t'a... Oui, alors peut-être deux choses, je vais répondre en deux temps. Premièrement, je crois que je suis sensible à la douleur de l'autre. Hein. J'ai toujours été attentif à voir la détresse dans un regard et essayer d'apporter du réconfort. C'est un peu dans ma nature. Et donc oui, moi j'ai jamais vraiment été enfermé dans le carcan social, des classes sociales. Voilà, j'ai des amis de tout ordre, venant de tout milieu. Hier encore, je suis allé à Njili, à l'espace Masolo, et celui qui nous accueillait, que je saluais chaleureusement, ne me reconnaissait pas, mais c'était un petit qui a longtemps ciré mes chaussures à l'époque où j'étais dans une entreprise de la place, et il m'a reconnu, on s'est embrassé. Les gars qui m'accompagnaient comprenaient pas très bien. Et donc oui, moi je considère l'homme pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Et ça définit un peu ma personnalité. Et maintenant, il y a aussi le fait que Dieu ait donné à certains, en bénédiction ou peut-être pas, la capacité de ressentir dans leur chair propre le malheur qui touche autrui. Je crois que c'est une caractéristique on va dire, c'est une caractéristique des écrivains, des artistes. En général, ils sont plus sensibles à tout ce qui est inégalité, à tout ce qui est injustice. Et moi, je me suis construit comme ça. J'ai pas demandé à l'être. Hein. Et donc oui, et ce qui se passe à l'est de la RDC, moi, m'a toujours touché dans ma chair, m'a toujours touché au fond de moi-même. Et j'ai longtemps fait comme tout le monde, hein, rester dans l'immédiateté de la réaction, rester en surface sur l'épiderme de ce qu'on pouvait considérer comme étant raisonnable, en disant oui, Goma est tombé, Bukavu est tombé, je suis béni, voilà. Mais à un moment, je me suis dit, au-delà de ça, c'est bien, c'est normal, mais c'est pas durable. Il fallait pour moi réussir à poser un marqueur temporel, réussir à mettre une balise sur cette période de l'histoire sombre de la RDC. Bon, c'est peut-être aussi le fait d'avoir vécu un peu indirectement ce conflit. Bon, j'ai eu l'occasion, moi, de me promener dans les Grands Lacs. J'ai eu l'occasion d'arriver à Goma. Je me rappelle que quand le M23 prend la ville, moi, je sors 3 ou 4 heures avant. Hein. On traverse 3 ou 4 heures avant. Et je pense aussi que quelque chose qui a peut-être permis à cette conscience d'éclore, c'est que j'ai eu accès à des informations privilégiées sur le conflit des Grands Lacs et sur la tragédie de la RDC, un peu par mon père. Hein. Donc j'ai vu les photos, j'ai vu ce qu'on ne doit pas voir. Et moi j'ai vu mon père changer par rapport à ce trauma-là. Et je crois que votre père, c'est le professeur Tombaloaba. Oui. Et à un moment donné, il a eu une fonction officielle qu'il a... Oui, alors il a toujours un peu œuvré dans tout ce qui est droits de l'homme, droits humains. Il est devenu ministre de la Justice, vice-ministre de la Justice sous Kabila Père, puis ministre des Droits Humains pendant assez longtemps. Il a beaucoup contribué aux négociations et à la conclusion de l'accord de Santiki. Je crois qu'à un moment donné, il avait été enlevé. Il a été enlevé par des
Rebelle, là, le groupe à Bosco. Donc forcément, tu vis ça dans ta chair. Ouais, forcément, c'est pas un sujet éloigné. Non, pas éloigné. Ouais, tu vois, oui, donc je crois que de par ça, il y a peut-être des choses que j'ai vues et entendues qui ont fait quelque part naître en moi le souci de témoigner, le souci de coucher, le souci de consigner. Et comme je dis souvent, pour moi, cette œuvre, c'est d'abord un cimetière de mots. Le but, c'est de donner une sépulture intemporelle à toutes ces victimes anonymes. Et surtout, réussir à placer un marqueur temporel pour que dans 50, 100, 200 ans, quelqu'un en accédant à cette œuvre se soucie de jeter un regard sur ce qui s'est passé en RDC. Je crois que ce qui m'a un peu inspiré, c'est le fait que moi-même, personnellement, j'ai, disons, découvert l'étendue des guerres napoléoniennes grâce à un roman, Guerre épée de Tolstoï. Et on sait tous que le voile a été levé sur les atrocités de Léopold II lorsque Conrad a publié Au cœur des ténèbres. Donc j'ai vite compris que la littérature était un vecteur puissant et un vecteur qui pouvait défier les limites du temps. Alors que les rapports, même s'ils sont bien faits, ou alors les publications scientifiques, ça reste un peu confidentiel. Et c'est limité. Alors on va revenir au roman, mais toi-même, la rencontre de la littérature, je suppose que tu étais plutôt un lecteur, un gros lecteur. Oui, boulimique. Mais je le dois à mon grand frère, en fait. Tu sais, c'est des histoires souvent très anodines. Moi, j'ai un grand frère qui est aussi prof de droit et qui a 4 ans de plus que moi. Et quand on grandissait, on partageait la même chambre. Et il lisait beaucoup. Et à un moment, moi, j'avais envie de dormir et je me plaignais, mais il faut qu'on éteigne la lumière et tout. Mais bon, il lisait encore. Et finalement, un jour, je me suis dit, bon, ok, on va arrêter de geindre, on va arrêter de se plaindre, on va lire. Mais on va lire plus que lui. Il faut renverser, il faut retourner l'équation. Et je me suis mis à lire. Et je me faisais un point d'honneur de lire plus longtemps que lui. Et donc voilà, c'est un peu par émulation que je suis tombé dedans. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu et j'ai lu très tôt. Je crois que j'ai découvert Cervantes, Don Quichotte de la Manche, j'avais pas 10 ans. Et voilà, et donc après, de classique en classique. Bah c'est bien parce que moi, là tu parles de Cervantes, c'est aussi une lecture que j'ai découverte très jeune. Tolstoï aussi, moi Tolstoï, je crois que c'est lui qui m'a ouvert à la littérature. J'étais jeune, mais c'était magnifique la manière dont il dépeignait la société russe de l'époque. Et je crois que je suis resté un peu, à cause de lui, amoureux de la société russe d'avant la révolution, quoi, tu vois. Après lui, Dostoïevski, tout ça, donc voilà. Mais c'est une grande littérature. Et oui, mais je sais pas, enfant, tu n'as pas lu des auteurs congolais? Ah si, moi j'ai beaucoup lu Zamenga, que j'adore. Je comprends pas le procès élitiste qu'on fait contre sa littérature. Moi j'ai beaucoup lu Zamenga et j'ai jamais compris l'acharnement des professeurs congolais à le descendre. Après, bon, la littérature, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais non, moi les lecteurs congolais, j'ai pas lu les plus élitistes, à part les textes obligés qu'on avait à l'école. Donc j'ai pas lu Moudimbe à part les textes obligés, j'ai pas lu les Ngandou Kachama à part les textes obligés. Mais Zamenga, non, moi j'adorais. C'est un peu comme on aime les BD, voilà, c'est accessible. Moi j'aimais bien. Je crois que c'est l'auteur congolais que j'ai le plus lu. Alors on va dire tes premières écritures. Je crois savoir c'est la culture urbaine. Oui, alors je sais pas si c'est les premières. J'ai toujours griffonné, j'ai toujours griffonné. Mais j'ai commencé très tôt à lier écrit et son. Donc moi c'est vrai que mon entrée en littérature est d'abord par le prisme lyrical, musical. Et j'ai longtemps œuvré dans la culture urbaine quinoise, dans le rap. Et on vient de loin, tu sais, au début des années 90, quand on nous appelait Jean Spillet et tout machin, on payait pour jouer en lever des rideaux de Kofi Olomide ou de Papa Wemba, parce qu'on voulait que le rap s'installe. Et on est passé de là
à ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, quand je vois des gars comme Alèche, des gars comme Inos, je me dis, mais c'est l'accomplissement d'un combat, mais c'est un combat qui a été rude. Alors moi, j'ai fait du rap pendant 15 ans, et à mes toutes dernières années de rap, j'étais devenu manager du groupe Camélia, et on a pu aller jusqu'au Cora. C'est on va dire un des groupes avant-gardistes. Et qui a très tôt compris qu'il fallait se réapproprier la langue française en définissant ce qu'on a appelé à l'époque le RPK, le rap purement quinois, et en mettant en avant notre culture métisse de ce point de vue-là. Et oui, donc écoute, quand on est arrivé au Cora, j'ai pu remettre un Cora, j'ai vu Missy Elliott, j'ai vu Shaggy, je me suis dit ok, c'est bon, je crois que là tu as assouvi ta soif. Et voilà, je suis passé à autre chose. Ouais. Et oui, je crois que j'ai produit à cette époque-là, c'est ce qui nous a permis d'y arriver, si pas le premier, l'un des tout premiers CD de rap congolais. Ouais. En 2005. Comme quoi, tu n'es pas aussi policé que tu en donnes l'air. Non, moi je suis un rebelle dans l'âme. Hein. Honnêtement, je crois que je suis c'est un banquier un peu atypique. Je suis atypique. Je crois que le mot qui me caractérise le plus, même quand je suis allé à l'ENA, c'était vous avez un profil atypique. Et oui, mais bon, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que oui, on me dit souvent tu ressembles pas à tes points. Ça, on m'a dit ça très tôt. Tu ressembles pas à tes notes. Voilà. Voilà. Ok. Alors donc là, mais tu as commencé à écrire ton roman en 2004. 2004. Et il sort en 2019. Oui. Ça fait 15 ans. Ouais, c'est long. C'est long, c'est mon roman. Ouais. Mais après, pour tenir aussi longtemps le fil d'une écriture, ça veut dire que ça doit correspondre à une on va dire une béance, une blessure, une tension interne qui ne te lâchait pas, quoi. Parce que sinon on sait, moi il y a des projets qu'on abandonne quand quand ça n'avance pas, quand tu dis bon après. Donc tu es resté dans ce projet et il sort en 2019. Et je veux dire, quand tu le finis finalement, parce que je crois savoir que tu t'es arrêté parfois plusieurs mois, plusieurs années. Et je suis contraint à le finir au fait. Voilà. Et quand tu le finis finalement, tu te dis, il est assez bon, je peux le sortir. Enfin, c'est quoi le sentiment que tu as? Alors, déjà, je ne l'ai pas écrit de manière continue. Moi, je ne suis pas très discipliné dans mon approche, même scientifique. Moi, je suis un peu dans la logique des systèmes complexes, le fuzzy. Moi, c'est des choses qui me prennent et je suis dans la, on va dire, spontanéité. Il faut qu'il y ait une tension, il faut que ça vienne des tripes. Et donc, généralement, pour mon travail professionnel ou scientifique, j'aime bien arriver près du précipice. La tension des délais fait que je produis. Je ne suis pas le gars qui va te faire 10 pages tous les jours, non. Mais je suis le gars qui va te faire 2 nuits blanches et puis pondre quelque chose. Alors, ça n'a pas été fait de manière continue. Et c'est un livre difficile, c'est un livre violent, même si à la fin c'est un message d'espoir. Et crois-moi, c'est pas le genre de texte que tu ponds un dimanche après-midi en rentrant du culte après un barbecue, non. Donc il fallait arriver à un certain inconfort, on va dire au moins intellectuel, pour réussir à pondre certaines de ces lignes. En art, c'est un peu la fêlure de l'artiste. Il fallait arriver à ça. Et voilà. Donc c'est un livre que j'ai écrit par intermittence, parfois en faisant 2 ans sans rien produire, et puis sur une tension intérieure, pas toujours liée au conflit à l'est de la RDC. Il m'arrivait de pomper comme ça 80 pages. Alors dans sa version initiale, il y avait environ 340, 350 pages. Le plus dur, ça a été de remettre ça, voilà, le travail de finalisation a été plus compliqué, et choisir ce qui devait y rester et ce qui devait en sortir. Je crois qu'il y a un truc qui m'a aidé, c'est la forme épistolaire du roman. Tout à fait. Comme c'est une correspondance sans suite. Et tu dis que tu as été marqué par Mariam Abba. Mariam Abba, oui. Ah, ça a été un coup de cœur. Je devais avoir 14-15 ans.
Et c'est une lecture obligatoire en 4e des humanités dans le programme congolais. Et j'ai découvert ce livre. Elle m'a bluffé, quoi. D'abord, elle écrivait sous forme de lettres. Et puis, elle a fait son roman à l'endroit, à l'envers. Il commence à la fin. Et ouais, donc, waouh. Non, Mariam Abba. Après, j'ai pu lire aussi son second roman, Un chant écarlate. Mais elle est malheureusement partie trop tôt. Et donc, il n'y a pas eu autre chose. Mais oui, non, mais pour moi, c'est l'écrivaine, quoi. C'est une de mes références. Et donc, la forme épistolaire, est-ce que ce n'est pas aussi parce que tu veux vraiment je veux dire, un narrateur, quand il raconte dans un roman, on a l'impression qu'il parle un peu à tout le monde et à personne. Mais quand c'est une lettre, elle est forcément adressée à quelqu'un. Voilà. Et là, elle s'adresse à Emmanuel, un gars qu'elle a rencontré dans sa jeunesse à Kin, mais qui ne lui répondra pas. Et c'est la beauté de l'œuvre. Une fois qu'elle est lâchée, elle appartient plus à l'auteur. Beaucoup de gens vont dire, ah mais Emmanuel, au fait c'est Dieu parmi nous, au fait tout ça quand elle écrit, même dans sa détresse, c'est à Dieu qu'elle parle. J'ai dit, waouh, c'est un bon point, mais j'y ai pas pensé une seule fois. Emmanuel, c'est le nom de mon petit frère, c'est que ça. Mais voilà, donc elle m'appartient plus. La forme épistolaire te donne un point fixe. Bon, après, elle n'est pas obligatoirement, il n'est pas obligatoirement nécessaire. Mais moi, Emmanuel, je crois que la dame, dans ce qu'elle vivait, avait besoin d'un point fixe. Et voilà, c'est comme ça. Au fait, je l'ai choisi sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir. Et je crois qu'elle convenait bien à mon rythme d'écriture, puisque ça te permet de faire des ruptures. Tu peux passer d'une chose à l'autre sans transition. Et cette femme qui est une femme absurde vit des réalités kivussiennes, des réalités itouriennes, des réalités boyomaises. Et c'est pas vraiment possible à faire quand tu es dans un roman qui respecte certains paramètres de plausibilité. Et donc voilà, je crois que le fait épistolaire m'aide à toucher tous ces aspects. Mais après, quand tu écris, tu es une femme. Oui. Ça te... Voilà, tu es un homme. Oui. Déjà que, on va dire, même si tu es touché par la situation à l'Est, ce n'est pas toi-même qui les vis. Oui. Et tu dois faire encore l'effort d'entrer dans la peau de la femme. Oui. Alors, j'avoue que ça, c'était le plus difficile. Et la question que je pose à chaque fois à mes lectrices, c'est est-ce que je suis crédible? Oui. Oui. Pour moi, c'était ça. Et je le disais souvent à mon épouse. Je disais, écoute, le nœud gordien de ce roman, c'est est-ce que je suis ou pas crédible? Alors bon, très vite, et le premier à me le faire remarquer, c'est mon grand frère, le prof Patrice Tumba. Il m'a dit, ok, côté féminin, il n'y a pas trop de questions, mais une fille de 14 ans ne parle pas comme ça. Donc voilà. Et il y avait peut-être un excès de maturité dans le style. Il y en a toujours quand on fait parler un enfant. Moi, je me souviens que j'ai... par exemple, quand tu lis Demain, j'aurai 20 ans d'Alain Mabankou, oui. Il fait parler un garçon d'une dizaine d'années, je crois. Oui. Même s'il fait, il fait l'effort de lui donner le langage d'un enfant, mais ça reste une construction. Oui. Donc après, on sent bien que voilà, c'est pas. On se laisse pas emprisonner par l'âge du personnage qu'on essaie d'incarner. Et bon, alors me mettre dans la peau d'une femme, bon, ça n'a pas été facile, mais je pense que quand même. J'y ai été préparé. Bon, déjà, moi, je suis d'une fratrie de 6, je suis le 3e enfant, et je suis entre 2 filles. Donc, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Donc, mon univers, dès le départ, est un univers foncièrement féminin. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup d'amis. J'ai aussi une amie particulièrement qui a vécu quelque chose de tragique, hein, qui nous a tous touchés, très brillante. Elle s'appelle Zoukiswa. Elle s'est fait tirer dessus en Afrique du Sud en 2007 et elle est devenue paraplégique. Et c'était une fille qui sautait, qui jouait au tennis, qui faisait tout et qui d'un coup s'est vue couper net dans son élan, mais qui a choisi de continuer à vivre. Et là, elle est à fond dans le débat sur l'accessibilité en Afrique, elle va dans tous les pays, elle se bat. Et je crois que quelque part, c'est ce ressort-là aussi qui m'a permis d'imaginer le fait qu'on puisse survivre au pire. Et
qu'on puisse rebondir après le Styx. Je crois que quelque part, il y a un peu d'elle aussi. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup d'amis féminines. Une anecdote, quand j'ai écrit je sais même plus lequel de mes recueils de poésie, j'écris des textes aussi où j'étais une femme, je parlais comme pour les femmes, mais vraiment dans la peau d'une femme. Et j'étais aussi assez inquiet de savoir si j'étais crédible. Ouais. Alors, mais déjà, il y a avant que je pose la question, lors d'une des présentations, il y a une des lectrices qui m'a dit tu parles comme une femme. Okay. Tu écris comme une femme. Okay. Et sur le coup, moi, ça m'avait troublé. Je veux dire, j'ai peut-être un problème de féminité que j'ai au papier. Moi, j'assume ma part féminine. Alors après, mais elle m'a dit, mais écoute, tu sais, tous les écrivains sont des femmes. Alors, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une part, on a tous une part de femmes. Ouais. Bon, déjà qu'on sort d'une femme et d'un homme, quoi. Et on a en commun le chromosome X. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. donc, Et puis, je pense que dans nos sociétés africaines, qu'on le veuille ou pas, la maman tient une place de choix. Et donc, enfant, on s'identifie, même si malgré l'identification paternelle, mais on s'identifie beaucoup aussi à la maman. Mais surtout quand on est garçon, avec le complexe de vie. Il y a tout ça. Ça joue. Et ma mère lit beaucoup. Voilà. Et je crois que ça m'a aussi... J'ai grandi à côté des livres. Et non, mais c'est vrai, tu sais, moi j'assume ma part de féminité. Et puis bon, moi je suis un féministe qui ne s'en cache pas. Et je crois que la féminité, c'est l'humanité. C'est ce qui nous rapproche de plus de ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain. Regarde, elles sont au cœur de nos maisons, de nos foyers. Elles sont notre principale source de réconfort. Et aujourd'hui, elles le sont tout en tenant aussi leur place dans la société. Moi, parfois, ça m'étonne quand je vois mon épouse. Je me dis, mais elle a 4 jours en une seule journée. Elle est banquière comme moi. Mais quand je vois tout ce qu'elle fait, je me dis, mais comment elle y arrive? Et c'est pas anodin le fait que dans l'Est de la RDC, il y ait eu une attaque volontairement ciblée contre les femmes. Parce que en tentant ainsi de détruire le noyau, en tout cas l'élément le plus solide de nos noyaux familiaux, on veut détruire et déstructurer durablement la société. Et j'ai parlé de ça avec, disons, l'allégorie en disant c'est une arme de déstructuration massive. La première fois que je l'ai dit, c'était, je crois, en 2014, et je faisais une tribune pour le docteur Mukwege à l'époque. Je publiais pour une revue énorme, Les Murs. Et oui, c'est véritablement une arme de déstructuration massive de nos sociétés. Et voilà, et c'est pas anodin. Et il faut le dire et il faut le savoir. Ouais. Parce qu'on sait que pendant les guerres, en général, les hommes vont combattre, les femmes restent. Elles tiennent la maison, ce qui fait que lorsque la guerre finit, les sociétés repartent plus facilement. Oui. Et là, ce qu'on vise, en fait, c'est que ça ne reparte jamais. C'est le but. C'est exactement ça. Le but inavoué. C'est le plus cruel, quoi. Ouais. Alors maintenant, le livre est sorti. Comme tu as dit, c'est un enfant. Il est en train de vivre sa vie. Il est candidat pour le prix Makomi. Ouais. C'est ce soir. Ce soir, ouais. À la bonne heure, on finira bien par savoir. Je sais que les écrivains, ils se la jouent souvent. Non, bon, enfin, les prix, pour moi, c'est pas très important, mais bon. Il y a un petit coin de quelque chose, quelque part, qui est quand même attentif pour voir. Ah non, mais moi, je ne bouderai pas mon plaisir, hein, si on me le donne. Voilà. Je ne te dirai pas que je n'y pense pas. Je n'ai fait que ça toute la semaine. Non, je ne te dirai pas que je n'y pense pas. Mais bon, moi, j'ai écrit ce roman sans prétention. La preuve, c'est que je l'ai gardé par devers moi pendant presque 15 ans. Moi, c'était mon roman. Et il y a un lien très symbiotique qui s'installe entre l'auteur et son œuvre. Moi, j'ai vraiment eu du mal à la libérer parce que c'était mon roman. J'y allais quand je voulais, je laissais quand ça me plaisait, j'y retournais quand ça me chantait. Et j'ai dû le sortir véritablement parce que dès que le docteur Mukwege a eu son prix Nobel, je me suis dit, ah, attention, là, il y a une accélération du calendrier. Il suffit qu'un gars à Hollywood fasse un scénario qui ressemble, c'est 14 ans qui tombent à l'eau. Et donc, j'ai dû un peu hâter le pas pour trouver un éditeur et voilà, finalement le sortir. Maintenant, je sais pas, je me relis, hein, je crois que je l'ai relu 4-5 fois. J'ai des retours plutôt positifs en général.
bon, les critiques ne manquent pas, mais on en a besoin pour avancer. Ouais. Et ouais, je crois qu'il mériterait bien un prix. Maintenant, j'espère que ça sera Makomi ou un autre. Ouais. Ouais, non, j'y pense. Pas comme le rason. Comme on me dit ça. C'est ça. Voilà, ça, c'est assumé de manière décomplexée, quoi. Ouais. Non. Mais après, je veux dire, là, tu es invité de la fête du livre, forcément, tu sens, au-delà d'avoir écrit un livre que tu as pondu, il y a le statut écrivain que tu découvres. Et que je n'assume pas encore. Oui, mais tu n'y peux rien, quoi. Tu as sorti un roman, tu es écrivain, voilà. Alors, même si parfois on dit que c'est à partir du deuxième qu'on... Ouais, c'est ce que mon père m'a dit. Il m'a dit, pour lui, écrivain, c'est un gars qui a écrit plusieurs romans. Donc voilà. Bon, mais là, après, je suis juste un gars qui a fait un livre. Le prochain, il va venir. Mais il y a des gens qui ont marqué la littérature avec un seul roman et puis ils ont disparu. Ils ont disparu, c'est vrai. Faut dire. Alors donc, le prochain, il trotte déjà dans la tête, je crois. Oui, j'ai une idée. D'ailleurs, l'inspiration m'est venue lorsque on avait organisé à Wallonie-Bruxelles la journée de l'écrivain en prison. Pendant la conversation avec le prof Whit Moulongo. Il a dit des choses d'une profondeur et voilà, il y a un truc qu'il a dit, je ne vais pas le dire maintenant, sinon je vais spoiler, mais qui m'a mis sur la piste de mon second roman. Et je lui ai dit ça hier. Je lui ai dit, mais je ne vous dirai pas quoi, mais vous serez cité dans les remerciements ou voilà, dans l'avant-propos. Parce que c'est un truc qu'il a dit, qu'il a lâché, qui ne m'est pas sorti de la tête. Et c'est autour de cette idée-là que je construis mon deuxième roman. Il ne fera pas 15 ans, lui. Non. Je crois que... Parce que ben là, t'es lancé. Au fait, j'ai le concept. Je commence jamais à avoir des dialogues. Donc, il mature dans ma tête. Il faut maintenant que j'ai la tension nécessaire pour et le temps pour un jour pondre tout ça. Je pense probablement que lors de mes prochaines vacances, j'accoucherai de la matrice du texte. Hein, bon, peut-être pas l'année prochaine, mais ouais, peut-être pour Makomi 2021, par là. Non, 2022. Et quand tu as ce statut assumé ou pas d'écrivain, forcément tu es considéré comme l'une de ces personnes qui prend la parole en public, qui prend la parole. Et la prise de parole, je lui disais hier, avant-hier, j'en ai discuté avec d'autres personnes, c'est toujours politique. C'est toujours politique, surtout quand on voit le sujet que tu as choisi, il y a forcément une prise de parole politique. Alors, est-ce que cette prise de parole politique ne te tente pas, dans un aboutissement dans l'exercice, je veux dire, politique, dans l'arène voilà. Est-ce que tu n'es pas tenté? Alors, moi, je vais te faire rire. Non, je ne suis pas tenté parce que je suis politique. C'est même pas une tentation, je suis politique. Quand j'avais 16 ans, je crois que mon père avait remarqué ma tendance et mon appétit pour la question. Et il m'a fait lire un livre, c'était un gros livre comme ça, d'Henri Troya. Et c'était une biographie de Pierre le Grand. Il m'a dit, lis ça. Et j'ai été étonné. Encore les Russes. Oui, encore moi je suis. J'ai eu longtemps des sympathies communistes et après j'ai évolué, mais oui, mais donc, mais j'ai été marqué par, on va dire, l'absurdité de la quête effrénée pour le pouvoir. Là où un père tue son fils parce qu'il pense que le fils est en train d'arriver. Là où il tue sa soeur, il tue sa femme. Et bon, ça m'a aidé à prendre la bonne distance. Et je dis que je suis politique, pourquoi moi, en 6e des humanités, bon, à part que j'ai été président des élèves, j'ai organisé une grève. Parce que j'estimais que le boulot n'était pas très bien fait. Je me suis fait virer du Moamba en 4e parce que j'estimais que le préfet abusait un peu trop de son pouvoir. Et il était de mon devoir de le recadrer. J'ai été le premier non-sud-africain à être élu président d'une université en Afrique du Sud. Je suis même passé à la télé pour ça. Et donc, ouais, j'étais membre de la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Et voilà. Et quand je suis allé à l'ENA, j'ai siégé au conseil d'administration en tant que délégué des élèves étrangers, élu sur 33 nationalités.
Donc je connais mon potentiel politique, mais comme j'ai toujours dit à mon épouse, en RDC, il faut des prérequis. Il faut des prérequis pour se lancer dans la carrière full-time. Le premier, il faut réussir à avoir une liberté de parole et de mouvement. Tu l'as pas dans le privé. Oui, oui. Voilà, donc en fait, il faut aussi gagner suffisamment d'argent pour l'indépendance. Exactement. Voilà. Je le dis toujours, on ne fait pas la politique locataire. Parce qu'il suffit qu'on aille corrompre ton bailleur, t'es dehors, on prend en photo, voilà. Il prétend vouloir sauver la nation, mais il n'arrive pas à sauver sa famille. Tu vois, il y a des prérequis. Bon, j'y travaille. Et je pense que il y a une des choses que je ferai probablement avant de passer à la politique active, c'est faire mon doctorat et au moins acquérir un statut de profession libérale. Donc je le dois à mon père, hein, il me ramène ça tous les jours. Et voilà, quand t'es prof, quoi. Après, tu peux dire ce que tu veux. C'est ça. Voilà, quand t'es banquier, c'est plus compliqué. Même si j'estime qu'en tant que citoyen, j'ai droit à la parole. Mais après, je suis assez. C'est clair que tu n'as pas les mêmes libertés. Non, pas tout. Voilà. Mais non. Moi, je suis convaincu que j'aurai un rôle à jouer dans ce pays. Et un rôle à jouer afin de le transformer. Ce pays a besoin que ses meilleurs fils, bon, j'estime en faire partie, arrivent à des positions stratégiques pour qu'enfin son potentiel se transforme en puissance. Ça fait 60 ans qu'on tourne, quoi. Ça fait 60 ans qu'on patine. Et quand tu vois la qualité des gens qui arrivent à des postes de responsabilité, à des postes censés transformer ce pays. Justement, on va dire, on nous le reproche, entre guillemets, nous qui prenons la parole, la prise de parole. Ouais. En dehors du champ politique, ouais. On nous reproche de laisser le champ libre. Le champ libre. C'est un faux procès. Ouais. Il y a des gens qui l'ont occupé, d'ailleurs des gens proches. Ouais. Qu'est-ce qui aurait coûté à ces messieurs à mettre un talent comme Floribert Anzoulouni à une position qui sied à ses compétences? Ouais. Et il a pris des risques. Hein. Ouais. 4 ans d'exil, famille ici et tout. Donc c'est un faux débat. Et vous nous ramenez des gens dont le pédigré ne va pas plus haut que leur talon. C'est compliqué, on parle du Congo, c'est un sous-continent. C'est un sous-continent. Moi, je suis écœuré. D'ailleurs, je l'ai dit, on m'a reproché certains tweets, mais non, mais j'assume. Et après, les choses qui ont suivi, pour une personne en particulier, que je ne citerai pas ici, ont totalement confirmé qu'il n'était pas préparé. Et voilà, le drame, c'est que on fait du copinage et on emmène des gens moyens au seuil de leur incompétence. Et ils dirigent le Congo, le grand Congo. Mais non, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans la politique active dans tous les pays du monde, finalement, quelque chose qui rend un peu inapte les esprits les plus brillants? Et ça, je crois que Stendhal l'a bien dit. Et on doit être conscient de cet handicap et le dépasser. Stendhal a dit, dans la vie, plus un homme a de l'esprit, moins il est de son parti. C'est que, bon, moi, tu peux pas vraiment me mettre dans une case. Puisque le jour où les gens qui se considèrent de mon bord vont mettre un pied dehors, bah, je vais dire, écoutez les gars, vous mettez un pied dehors. Les gens, ils aiment pas ça. Et si tu remarques bien, la longévité ou le caractère stratégique des positions occupées par des gens d'un certain niveau est souvent éphémère, puisque très vite, ils dérangent. Mais on a besoin de ces empêcheurs de tourner en rond. Parce que si on laisse les gens dans une consanguinité qui nous ramène vers le bas, dans une consanguinité malsaine, de la bêtise, moi j'appelle ça la révolte des cancres. Il y a des gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a d'ailleurs une dame qui a fait une idiotie, je ne vais pas la citer, mais il y a des gens aujourd'hui, qui sont les faiseurs d'opinion aujourd'hui? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Des gens qui n'avaient même pas le courage de lever le doigt en classe, aujourd'hui sont des donneurs de leçons. Et c'est critique, il faut réinvestir le pouvoir des idées. Et je crois que le fait que moi j'écris, ça participe de ça. Il faut réinvestir le terrain des idées. La jeunesse ne peut pas être mise à la merci de prestidigitateurs qui font du bruit juste parce qu'ils sont vides. C'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Et c'est notre responsabilité. Et c'est vieux comme le monde. Hein. Aristote avait dit qu'une élite qui refuse de se jeter dans l'arène politique se condamne à une chose. Bon, le terme inférieur était acceptable à l'époque grecque, peut-être plus maintenant. Mais il a dit qu'elle se condamne à être dirigée par des inférieurs. Mais malheureusement, on y est. Il faut qu'on en sorte. Les mots sont très forts. Hein, oui, j'assume. Oui, tout à fait. Bien sûr.
Ben non, c'est pas tout le monde. Ce qui manque, c'est la masse critique. Puisqu'il y a des talents, mais des talents épars, qui sont étouffés par la bêtise ambiante et par la légèreté. Ouais. La légèreté. Dans un pays aux 1000 enjeux. Mais c'est que révèle aussi le sujet que tu abordes, le sujet des souffrances de la RDC. On va dire toute la RDC souffre. Ouais. Mais l'Est est un peu symptomatique de ce pays qui donne l'impression, et ça les tenants de la balkanisation aiment le répéter, qui donne l'impression de ne pas mériter d'être aussi grand, aussi puissant. Un peu comme la scène que j'ai vue. Bon, l'authenticité de la scène, on n'en a pas la preuve. Je suis en train de chercher dans les ouvrages de l'époque. Le Kasavubu qui dit à Lumumba le Congo est trop grand. Et Lumumba que le répondre, il n'est pas trop grand, il nous demande de nous de la grandeur. C'est ça. Et voilà. C'est exactement ce que je pense. Les enjeux sont multiples, mais ce ne sont pas les talents qui manquent. Et chaque jour, je rencontre des Congolais plus déterminés que moi. Et je me dis, ah mais tiens, t'es pas fou au fait. Voilà, t'es pas seul. Voilà. Et l'attitude, ce qui manque ici, c'est le courage d'offrir enfin à ce peuple une offre politique alternative. Aujourd'hui, c'est bon, blanc, bonnet, blanc. Moi, je dis souvent en rigolant, on a volé l'alternance. On nous a volé l'alternance. Il faut maintenant construire une offre politique alternative. Pas basée sur un haut toit de là que je m'y mette, pour que j'aille sirène, pour que je fasse contresens, pour que j'aille en Suisse voler les draps dans les hôtels. Non. Mais parce qu'il faut absolument que ce peuple ait un choix. On doit sortir de ce non-choix. De ce truc où, ouais, bon, de toute façon, non, on va le faire de notre vivant. C'est une responsabilité générationnelle. Comme Fanon le disait, à un moment, chaque génération se doit d'accomplir sa mission ou de la trahir. Je crois que nous, on ne va pas la trahir. Déjà, en tant qu'écrivain, je pense que tu participes, comme tu l'as dit toi-même et comme moi je le dis toujours, le fait de prendre la parole est un acteur politique, quel que soit le sujet qu'on aborde. Et toi, ton sujet, il est déjà politique. Ouais. Et ton prochain roman que tu ne veux pas révéler, sera-t-il aussi de cette veine? Oui, comme je te dis, moi, je ne peux pas me départir du fait politique. Je suis politique, donc oui. Mais le bien de l'arme romanesque, c'est que tu peux dire des choses et surtout poser des questions. Si tu lis Une vie après le Styx, tu verras que je ne pose que des questions, sans forcément pointer du doigt des responsabilités qui, du reste, peuvent être facilement retraçables. Et donc, le roman me permet de toucher ces problèmes du doigt sans forcément que quelqu'un ait l'impression d'avoir été désigné comme le coupable idéal. Quoique dans ce pays, je crois qu'à un moment, on a besoin de désigner les coupables. C'est l'impunité qui nous ramène dans ce gouffre à chaque fois. Et voilà, mais voilà, oui, non, il y aura une teinte politique, forcément. Je ne crois pas que je serais capable de faire un truc à l'eau de rose. Voilà, c'est compliqué. Voilà, ben, la discussion est tellement intéressante qu'on n'a pas vu le temps passer. On a quand même fait 43 minutes. Et je parle beaucoup, hein, désolé. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, je crois qu'on va avoir l'occasion de se retrouver parce qu'il faut offrir autre chose. Oui. Sur les réseaux sociaux, parce que le but de l'émission, c'est surtout, par exemple, sur les réseaux sociaux, offrir autre chose. C'est ça, l'alternative, c'est déjà voilà, ça. Justement, qu'on puisse arrêter de parler de cul, de sextape, tout ça à longueur de journée. D'autres conneries. Et voilà, et évidemment, aujourd'hui, j'étais très content de notre interview. On va quand même montrer le livre, je l'ai emmené. Ah, il est là. Ouais. Ah, merci, c'est gentil. Montrer le livre. Et dire qu'il est toujours disponible, non? Oui, il est disponible alors à la librairie de la Halle, à l'Institut français, à Hyper Psaro, à Hacienda et à la librairie des Grands Lacs. Et puis bon, je le vends aussi en direct hein, pour ceux qui veulent. Je suis facilement retraçable sur Facebook, Eric Tumba sur Twitter. Voilà, donc contactez-moi et n'hésitez pas. Il faut le lire parce que je crois que ça marque déjà rien que pour le sujet qui est abordé. Je crois que c'est
On a besoin des historiens, on a besoin des scientifiques, mais si on ne marque pas avec de la fiction, le roman, des films, notre histoire, on ne se fabrique pas suffisamment de mémoire. Exactement. Donc, moi, je crois que c'est le mérite de ce genre de livre qui a le courage d'aborder ce genre de sujet. C'est justement de contribuer à nous fabriquer une mémoire. Parce que si on oublie nos morts, parce qu'on les oublie souvent, les morts, même les récents ici, ceux qu'on a appelés les martyrs de l'alternance, on les a presque oubliés. Hein, voilà. Ouais. Si on oublie ceux qui se sacrifient pour ce pays, ceux qui perdent la vie à cause de ce pays, parce que le pays ne les a pas suffisamment protégés, on se condamne à répéter les mêmes erreurs. Donc merci beaucoup Eric, c'était... Béatitude, c'est moi. Super. C'est moi. Et c'est le Congo qui gagne. Super.